Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Catherine Schmider qui est coordonnatrice CNV Éducation en France et que nous avons déjà retrouvée il y a 2 ans pour une entrevue sur Radio CNV. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va ce matin? Eh bien, joyeusement. D'accord. Bon, alors voilà, on s'était déjà rencontrés il y a 2 ans. Oui. Pour que tu nous partages un petit peu les projets de tout ce qui a trait à la CNV et puis à l'éducation ici en France. Et j'étais curieuse d'en savoir plus et de voir comment ça a évolué tous ces projets autour de l'éducation. Et donc, il y a 2 ans, vous commenciez avec plusieurs formateurs un projet à Blois pour amener la CNV dans les écoles. Et donc, je voulais savoir comment ça a évolué ce projet depuis 2 ans. Oui, alors ça fait même 2 ans et demi, puisqu'il me semble bien que c'était en avril 2012 que nous avons eu cette réponse que notre projet Développer le bien vivre ensemble par la communication non violente pour prévenir le harcèlement a fait partie des 6 projets qui ont été retenus dans cet appel à projet du ministère de l'Éducation nationale porté par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et donc on a mis en œuvre ce projet au cours des 2 années scolaires qui viennent de s'écouler, 2012-2013 et 2013-2014. Voilà, ce projet a d'ailleurs suscité une grande motivation au sein de l'équipe des intervenants CNV Éducation. On intervenait dans 6 lieux différents et il y a eu 7 personnes qui ont demandé aussi à être assistants. Donc on a vécu une très belle expérience aussi de construction pédagogique au sein de l'équipe. Et on est intervenu donc, il y a eu 10 établissements bénéficiaires, 8 écoles primaires et 2 collèges. Dans les écoles primaires, le plus souvent, il y avait une très grande partie de l'équipe qui s'est investie, des fois toute l'équipe, de la directrice aux enseignantes, en passant par les ASEM et les personnels aussi de service. Et donc, dans les collèges, il y avait un peu moins d'investissement, c'était les quelques personnes volontaires. Voilà, et ça a permis... Tu peux nous rappeler la fréquence, en fait, des interventions que vous donniez dans ces établissements? Alors, dans ce projet, il y avait des formations donc, pour les personnels à raison de 6 journées de formation par an pendant 2 ans. Et globalement, ça faisait à peu près une journée de formation par mois au cours de l'année scolaire. On compte les vacances scolaires entre les deux. Et puis il y avait aussi des ateliers pour les parents. D'accord. Ok, donc c'est vraiment principalement dirigé vers les enseignants et les parents. Voilà, en termes d'action, avec bien sûr l'idée que les bénéficiaires, ce sont aussi les élèves. C'est en direction des élèves pour qu'ils en soient bénéficiaires. D'accord. Et est-ce que suite à ce projet, tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'impact qu'il y a eu dans ces établissements? Oui. Alors déjà, un impact dans la relation au sein des équipes, qui était d'ailleurs notre premier objectif, c'était développer le bien vivre ensemble au sein des équipes, objectif qui est rarement mis en place dans les projets, et pourtant c'est la base. L'ambiance de l'équipe déteignant sur le bien-être de chacun et sur sa capacité à être dans une relation de qualité avec les enfants. Et c'était flagrant partout, comment les équipes disaient que, en fait, ils ont rarement des temps comme ça pour se réunir et pas être pris dans des objectifs de travail, etc. Donc, et de pouvoir y être tous aussi dans une école primaire, ça n'existe pas des temps pour être tous ensemble. Il y a des enseignants d'un côté, les personnels de service de l'autre qui n'ont pas les mêmes horaires. Et ils disaient combien c'était précieux de pouvoir se rencontrer et en plus avec le cadre que nous on apportait et les outils qu'on apportait, comment ça leur a permis de se parler différemment, de s'écouter. On mesure bien combien plein de conflits naissent de juste un manque de communication, souvent par manque de temps pour le faire, d'espace
et puis de cadre pour faciliter la relation. Et les équipes témoignent combien pour elles, ça leur donnait un langage commun. Voilà. Un langage commun, même si chacune intègre à son rythme, même si c'est pas une baguette magique, ça résout pas tout, mais ça leur donne vraiment un langage commun et de pouvoir aller au-delà de la réaction et de l'émotion et savoir que derrière il y a quelque chose et de prendre le temps de s'écouter. Voilà, déjà un premier impact dans les équipes. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être quel outil a été le plus transformateur pour eux? Quel outil a été le plus transformateur? Je dirais c'est la CNV dans sa globalité, la conscience des besoins, que chacun a des besoins et que derrière tout comportement il y a des besoins, c'est déjà la base. Ensuite, l'écoute empathique, c'est vraiment oui, la manière dont on peut s'écouter avec la CNV quand on a conscience qu'il y a des sentiments et des besoins. Ça permet vraiment d'entrer dans une autre qualité de relation. Il y a eu aussi le fait d'expérimenter tout ce qui est les cercles de parole, le fait que nous, on anime les formations avec les outils qu'on transmet et que quand les personnes les expérimentent pour elles et qu'elles voient l'effet que ça fait, naturellement, elles sont amenées aussi à s'en servir. Donc, tout ce qui est autour du cercle de parole où on peut chacun parler, chacun être écouté et où on peut aller vers même un cercle restauratif où on peut aborder une problématique liée au groupe avec un cadre qui permet vraiment que chacun puisse s'exprimer et être entendu. D'accord. Merci. Et est-ce que les enseignants ont témoigné déjà de comment ça avait concrètement changé un mode de fonctionnement ou un mode de relation avec les élèves? Oui. Alors, ça a changé de la même manière. La première chose qui change, c'est le regard sur l'élève et sur son comportement, le fait de le voir comme un être humain à part entière, avec des besoins comme nous, comme l'adulte, et la compréhension que ces comportements sont des stratégies au service de besoins. Voilà, déjà ça, c'est le grand changement. Et très concrètement, il y a aussi, tout le monde témoigne d'un changement assez fondamental dans la manière de gérer les conflits, soit directement avec l'élève, soit quand il y a un conflit entre deux élèves, d'utiliser la médiation. Ça, c'est vraiment une des grandes révélations pour les personnels des établissements scolaires, et ils en voient tout de suite les effets. Et aussi, j'ai eu l'occasion de les recroiser, ou par exemple quelqu'un qui est maître E et qui intervient dans d'autres écoles où il n'y avait pas le projet, et elle utilise ça quand elle est dans la cour de récréation, et elle voit le regard des collègues qui sont étonnés et impressionnés de la manière dont elle gère les conflits, et donc en fait ça interroge au-delà, quoi. Ouais, donc déjà rien que d'installer en fait l'outil de la médiation entre les élèves, c'est j'imagine déjà une révolution, quoi. Oui. Et donc il y a ça, le fait que l'enseignante ou bien la SEM ou la personne qui surveille la récréation utilise ça. Et après, il y a aussi les enseignantes dans les classes qui mettent en place des temps consacrés à la relation. D'accord. Alors, en général, un temps quotidien le matin d'accueil des émotions de l'enfant, de comment il arrive. Et ça devient très ritualisé. Je suis allée voir dans une classe de grande section de maternelle où maintenant au tableau il y a des smileys avec des différentes émotions. Chaque enfant a son prénom. Il arrive. Tu sais que des smileys? Les smileys, c'est des petits visages là, des émoticônes, quoi, les petits visages stylisés avec exprimant des émotions.
Et, et chaque enfant a une étiquette avec son prénom. Et quand il arrive le matin, pendant le temps où chacun arrive et s'installe, c'est devenu rituel. Ils vont au tableau, ils prennent leur étiquette et ils mettent leur nom sous le petit symbole d'émotion correspondant à comment ils se sentent. Et ensuite, quand tout le monde est arrivé, la maîtresse anime un temps où chacun peut dire ben voilà, toi tu t'es mis là, est-ce que tu veux nous en dire plus? Et c'est tout à fait libre, chaque enfant peut dire ou ne pas dire. Et dans ce moment-là, il y a une grande écoute mutuelle. Voilà, beaucoup d'enseignants témoignent d'avoir mis ça en place, chacun à sa manière. Et ça permet vraiment aux enfants de se poser, d'être accueillis comme ils sont, voilà, aussi bien la maîtresse que chacun dans le groupe entende comment ça va. Et puis la mise en place de temps hebdomadaires sur la régulation de la vie de la classe. Et là aussi, chacune a fait avec son inspiration. Donc là, dans cette classe de grande section maternelle, elle s'est inspirée justement des processus issus des cercles restauratifs qu'elle avait pu vivre. Et chaque enfant peut dire, à le bâton de parole, chacun son tour, et il peut dire une chose agréable ou désagréable qu'il a pu vivre dans la semaine à quelqu'un du groupe. Et la maîtresse dit à l'autre enfant, que lui as-tu entendu dire? Et l'enfant, en fait, offre une écoute empathique. Et la maîtresse dit au premier enfant, est-ce que c'est ça que tu voulais qu'il entende? Et si c'est oui, c'est oui. Et puis si c'est non, ben, il reprécise. Voilà, et c'est assez impressionnant de voir ces enfants de 4-5 ans qui sont capables de dire avec authenticité quelque chose qui les a touchés. Et l'autre d'accueillir et juste de reformuler. Et la maîtresse dit qu'au début de l'année, il y avait un grand pourcentage de choses désagréables qui s'exprimaient et très peu de choses agréables. Et au fur et à mesure de l'année, le pourcentage s'est inversé. Et donc, voir des enfants qui sont capables d'exprimer de la gratitude et de l'appréciation aux autres enfants, c'est merveilleux. Et en fait, ce que je vois, Catherine, c'est que c'est vrai que c'est des petits... c'est des changements qui sont à la fois simples à apporter et qui sont concrets aussi. Oui. Et donc, voilà, ce que ça me dit, c'est que c'est pas des grands changements, des grands bouleversements dans l'éducation, mais que déjà avec des petites approches comme ça, il y a des grands changements. Oui, tout à fait. Plein de petites approches comme ça qui changent l'ambiance de la classe et puis qui amène tout de suite l'enfant à vivre ça dans son éducation, cette connaissance de lui, cette capacité de s'exprimer, d'écouter les autres, de gérer les conflits autrement, et il grandit avec ça. Je dirais que le plus grand changement, il n'est pas dans ces petites choses, il est en amont dans l'évolution de l'adulte. Si ça peut marcher aussi bien avec les enfants, c'est parce que ces enseignantes, elles ont vécu d'abord au moins ces 6 journées de formation pour elles l'année d'avant et qu'elles ont vraiment intégré ces notions-là. Parce que si c'est juste l'outil, mais que l'adulte n'a pas fait ce chemin intérieur, on n'a pas ces résultats-là. Je comprends. C'est que voilà, quand c'est intégré par l'enseignant et que l'enseignant voit le sens que ça a, du coup, ça c'est plus porteur ensuite pour le transmettre aux enfants. Oui, voit le sens et est dans cette capacité d'aisance avec l'accueil des émotions aussi. Parce que si on ouvre un espace où les émotions s'expriment, c'est très important que l'adulte soit dans une aisance d'accueil. Oui. Voilà. Et ça se développe avec notre propre évolution. D'accord. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur d'autres peut-être d'autres impacts concrets que tu as vus par rapport à ce projet? Alors ça les amène aussi à modifier des choses aussi dans la pédagogie, en tout cas à s'interroger sur comment aller vers une pédagogie qui prend plus en compte les besoins. Et en tout cas, je peux donner un petit exemple d'une enseignante qui a mis en place ce qu'elle a appelé un coin du bonheur, ou qui est un espace où les enfants se gèrent, ils peuvent y aller une fois par jour quand ils sentent qu'ils en ont besoin et que ça peut leur faire du bien. C'est un espace où on peut dessiner, colorier, lire, et
ils y vont à leur rythme et ils se régulent tout seuls en fait par rapport à leur disponibilité aux apprentissages. Et voilà, des petites choses comme ça, et je l'ai revu cette année, et elle dit, l'année dernière, je tâtonnais, et cette année, c'est devenu assez évident pour moi, puis je les observe, et je vois bien qui en a besoin, et je vois bien que c'est justement ceux qui sont aussi dans une intelligence moins logique ou mathématique, mais aussi plus, qui ont plus besoin de bouger, ou qui sont plus dans la créativité, et du coup, ça m'amène à m'interroger sur mes pratiques pédagogiques, etc. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que cette conscience des besoins, c'est des graines qui sont semées, qui donnent des impacts sur la relation d'abord, mais aussi plus loin, quoi, sur la pédagogie, et la transformation va se continuer. Alors, je suis un peu confuse par rapport à ça. Est-ce que tu veux dire que c'est un espace où chaque élève est autorisé à venir quand il en a envie à un certain moment de la journée, et que dans cet espace, il peut y faire ce qu'il veut? Oui, c'est ça. C'est dans la classe, et c'est quand... Et moi, je sais qu'à un moment, je suis allée visiter la classe et interroger les élèves de quand est-ce qu'ils se servaient de cet espace. Et ils disent en général, c'est quand à un moment, je suis stressée ou l'exercice qui est proposé est trop dur. Tout d'un coup, je suis stressée, j'arrive plus à me concentrer. Et je vais là, et ça me détend, et je reviens, et je peux me remettre à travailler. D'accord. Ok. Oui, donc c'est vraiment une gestion, en fait, de leur capacité à absorber l'information durant la journée. Oui, tout à fait. Et je trouve que ça redonne aussi de l'autonomie à l'enfant et de la liberté et de la responsabilité dans son apprentissage. Super. Voilà, sinon un impact très important, c'est la relation avec les parents aussi. Les enseignants témoignent combien elles sont souvent beaucoup plus à l'écoute quand les parents leur parlent le matin, le soir, en amenant ou en venant rechercher les enfants, où elles prennent le temps d'être dans l'écoute empathique, ou si elles ne sont pas disponibles, elles prennent le temps de dire « je préfère prendre rendez-vous pour pouvoir vous écouter vraiment ». Et il y a une école où ils ont mis en place des jeux coopératifs à la rentrée avec les parents pour créer plus de liens. D'accord. Et puis, les directrices témoignent combien ça leur a vraiment changé la qualité de relation avec les parents, beaucoup plus à l'écoute des besoins des parents en début d'année ou au moment des inscriptions, et en particulier au moment où les parents viennent avec une problématique. Souvent, un parent qui n'est pas content ou inquiet, il arrive d'une manière un petit peu agressive, et elles disent combien ça leur a permis, les directrices, de ne plus prendre pour elles ou contre elles, et de ne plus être dans la réaction, mais au contraire d'être dans l'écoute. Il me disait, je me prépare avant de recevoir un parent, je me dis, tu écoutes. Je me relie à mon intention, et en fait, j'accueille vraiment, quelle que soit la forme d'expression de la colère, j'écoute, et je vois combien ça s'apaise, et comment ensuite on peut prendre en compte les besoins. Et la première fois que j'ai fait ça, j'étais étonnée, quoi, de l'impact que ça avait, voilà. Oui, parce que c'est un tel stress, j'imagine, pour les enseignants, que de recevoir le stress des parents aussi, et parfois ils n'ont pas les outils pour gérer ça. Exactement. Et d'habitude, souvent, c'est le cercle vicieux qui s'amorce. Alors que là, c'est plutôt un cercle vertueux. Une directrice disait, en fait, et je n'ai jamais reçu autant de mails de remerciements de parents et de cadeaux à la fin de l'année. Parce que les parents se sentaient pleinement écoutés. Oui, c'est ça. Et oui, donc ensuite, ça doit effectivement transformer les relations, et puis du coup, il y a moins de tension, et du coup, il y a plus de disponibilité pour les enfants, et c'est ça, comme tu disais, c'est vraiment un cercle vertueux. Oui. Voilà, et puis dans les actions qui ont pu être faites, j'ai contacté Canopé à Orléans, c'est le nouveau nom du CRDP, le Centre régional de documentation pédagogique, et qui a pu venir tourner un film en fin de projet. Et donc on a un film de 20 minutes avec des témoignages de directrices, d'enseignantes et aussi de parents qui ont pu bénéficier des ateliers pour les parents. Et quand est-ce qu'on pourra le voir, ce film?
incessamment sous peu, dès que je trouve le temps de le mettre en ligne et de diffuser le lien. D'accord, donc le lien sera en ligne, hein, sera sur Internet. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, chouette. Avec tous les témoignages à la fois des parents et des profs, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, je pense que ça pourra rassurer d'enseignants qui veulent aussi, qui ont l'espoir de mettre ça en place un jour dans leur école. Et peut-être inspirer aussi, ça pourra aussi inspirer. Alors, bon, après, c'est juste un film de témoignage, on ne voit pas, on ne les voit pas en action. Hein. D'accord, ok. Et d'accord. Donc, projet globalement positif? Oui, très très positif à vivre pour toutes les personnes qui y ont participé. Voilà, elles ont souvent témoigné. Pour eux, c'était un projet assez lourd parce que consacrer 6 mercredis par an à ça, alors que le mercredi c'est souvent le jour pour préparer les cours pour le reste de la semaine. Et voilà, et les personnes nous disaient combien souvent elles arrivaient un peu certaines à reculons tellement elles étaient fatiguées et elles repartaient toujours heureuses d'être venues et souvent régénérées, beaucoup moins fatiguées qu'elles étaient arrivées le matin. D'accord. Ouais, donc ça demandait à la fois un engagement, un investissement de la part de ces enseignants et en même temps un engagement qui était du coup ressourçant. Tout à fait. D'accord. Bon, et donc est-ce que tu vois déjà ce qui peut ou ce qui va émerger de ce projet? Alors, je peux dire qu'une chose qui a émergé tout de suite grâce à cette sélection, c'est le fait que c'était une reconnaissance officielle de l'éducation nationale. Et ça a été, pendant ces 2 ans déjà, un soutien pour plein d'autres endroits en France où des enseignants, par exemple, qui avaient découvert la CNV, faisaient des choses dans leur classe, ou voulaient impulser des projets dans leur établissement. Et eh bien, c'était plus facile pour eux de pouvoir aller en parler à leur chef d'établissement et que le chef d'établissement soit rassuré aussi de qu'est-ce que c'est la communication non violente en sachant qu'il y avait cette sélection officielle. D'accord. Donc ça a déjà eu un impact très important à ce niveau-là. Ensuite, ce projet est accompagné par une évaluation. L'évaluateur faisait l'évaluation post-projet là pendant cet automne et les rapports sur ce projet seront présentés fin mars, rendus fin mars au Fonds d'expérimentation pour la jeunesse et on verra après ce que ça aura comme conséquence. D'accord. Tu veux dire par exemple, pour le ministère de l'Éducation, par exemple? Oui, parce que cet appel à projet, ça faisait partie d'innovations qui sont testées à petite échelle pour voir si après elles sont étendues à plus grande échelle au sein de l'éducation nationale. D'accord, ok. D'accord, donc à partir du mois de mars, là, 2015, peut-être qu'on pourra en savoir un petit peu plus alors. Comment ce projet va s'étendre. Oui. S'il s'étend en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, c'est déjà une très belle avancée dans le domaine de l'éducation et puis dans le domaine de l'éducation quoi, qui s'ouvre aussi à tous ces nouveaux outils, à tous ces outils de relationnels, je dirais. Oui, et ça arrive vraiment à un bon moment aussi au niveau. Il y a vraiment une évolution aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vincent Payon avait beaucoup mis en avant les notions de bienveillance et de bien-être à l'école. La délégation ministérielle pour la prévention des violences en milieu scolaire fait un gros travail autour aussi du climat scolaire et du bien-être à l'école. Et donc, ça vient vraiment rejoindre une évolution qui est là dans l'air.
Mhm. Donc il y a de l'espoir pour amener toutes ces compétences et toutes ces compétences relationnelles un jour dans les écoles. Oui, tout à fait. Parce que souvent en stage, je rencontre des personnes et des parents qui me disent mais pourquoi la CNV est pas dans les écoles encore, hein? Et donc il y a beaucoup d'incompréhension et voilà, des personnes qui aspirent à ce que on puisse apprendre en fait ces compétences relationnelles dès le tout jeune âge. Et oui, et pour ça serait important que tous les personnels de l'éducation nationale soient eux-mêmes formés à ça, et c'est à ça qu'on œuvre avec ce projet que j'ai lancé là, le CNV Éducation. C'est vraiment d'aller vers ça. Et toutes les graines qui sont semées là depuis 6 ans commencent à donner des fruits. Je peux citer d'autres choses qui se sont passées dans ces 2 années. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les autres avancées dans les 2 dernières années qui ont écoulé là? Alors oui, il y en a un certain nombre. Alors il y avait un autre axe dans lequel je souhaitais qu'on avance et qu'on fasse connaître la CNV dans l'éducation nationale, c'était tout l'axe recherche, développement, innovation, expérimentation. Il y a un axe aussi bien au niveau du ministère que dans chacun des rectorats. Et donc j'incitais les enseignants à prendre contact avec leur CARDI, c'est le conseiller au rectorat qui s'occupe de ça, pour faire connaître ce qu'ils faisaient, et puis en particulier à déposer leurs projets pour postuler aux journées de l'innovation qui ont lieu tous les ans. Et l'année dernière, il y a donc Pascal Baud, qui est un professeur de mathématiques au collège Victor Hugo à Sarcelles, qui avait impulsé un projet dans son établissement avec une formation à la médiation par les pairs, qui a impliqué à la fois toute une équipe d'élèves et d'adultes. Et il a déposé son projet, il a fait partie des 30 projets sélectionnés pour les journées de l'innovation. Et puis, ce projet a été primé, il a été d'abord nominé au prix de la réussite éducative et au prix de l'engagement, et il a été premier ex aequo au prix du public. Voilà. Donc, une belle réussite pour faire connaître la CNV officiellement. Une belle réussite. Et donc du coup aussi de voir à quel point il y a de l'intérêt aussi pour ce genre de projet. Oui. Et une belle occasion pour faire parler de la CNV, parce que tous les autres projets qui étaient sélectionnés, c'était plutôt des projets au niveau pédagogique ou voilà, amener la dimension de la relation, voilà, comme une partie importante. Voilà. D'accord. Voilà, et sinon, pardon. Est-ce qu'il y a encore d'autres avancées que tu aimerais nous partager? Tout le travail avec la délégation ministérielle pour la prévention des violences en milieu scolaire, qui est donc pilotée par Éric de Barbieux, que j'avais rencontré en septembre 2011, et donc c'était le début, c'est ça qui avait amené après à la réponse à l'appel à projet sur la prévention du harcèlement, et depuis donc on a continué à collaborer avec la délégation ministérielle qui a lancé entre autres un travail interassociatif avec toutes les associations qui œuvrent pour tout ce qui est l'éducation à la non-violence, à la paix, et puis la gestion non-violente des conflits. Et voilà. Au printemps 2013, on a fait partie d'un groupe qui a travaillé sur une charte de la médiation par les pairs, qui a été validée par la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, et qui est sur le site EduScol. Ensuite, du printemps 2013 au début de l'année 2014, on a été aussi tout un groupe à travailler sur, suite à l'article de loi, dans la loi sur la refondation de l'école, il y a eu un article de loi qui était une grande avancée, qui est obligation de formation des enseignants et des personnels à la prévention des violences et la gestion non-violente des conflits. Et donc c'est ce qui doit se faire dans les ESP, qui sont les nouveaux lieux de formation des enseignants, qui remplacent les UFM. Et voilà, on a fait un texte interassociatif de proposition de formation. Il a été validé aussi par la DGESCO au début de l'année 2014, ce qui est aussi une avancée très importante. Et puis, dans ce travail avec Éric de Barbieux, nous sommes en train de préparer avec toutes les associations
une rencontre assez historique qui va avoir lieu le 10 et 11 mars 2015 à l'ESEN, l'École supérieure de l'éducation nationale, là où sont formés les chefs d'établissement et les inspecteurs, qui va s'appeler Université des associations, où les associations vont pouvoir présenter aux responsables de formation des SP et des rectorats tout ce qu'elles peuvent apporter dans ce domaine-là. D'accord. Voilà. Donc ça bouge. Oui, là ça bouge. Il se passe des choses historiques. et je suis heureuse que nous, la CNV, on soit présents dans ces moments-là, quoi. Bien sûr. Oui. Voilà. Sinon, une autre chose spécifique à la CNV, c'est j'ai profité de la venue de Dominique Barter qui a initié les cercles restauratifs au Brésil. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous redire ce que sont les cercles restaurateurs? Oui, alors les cercles et systèmes restauratifs, c'est une forme de justice restauratrice. En sachant qu'en fait, un peu partout dans le monde aujourd'hui, il y a des formes de justice restauratrice qui sont en train d'émerger comme alternative à la justice punitive qui était la seule chose qu'on connaissait globalement jusqu'à présent pour tenter de préserver la sécurité des biens et des personnes. Mais avec... on se disait qu'en punissant quelqu'un, ça allait lui faire comprendre que c'était pas bien ce qu'il avait fait, on espérait que ça allait faire grandir sa conscience et qu'il recommencerait plus. Voilà. On voit bien les limites de la justice punitive aussi bien dans nos pays avec la prison que dans nos écoles avec les punitions, puis les exclusions, etc. Et du coup, partout dans le monde, il y a des formes de justice restauratrice qui sont en train d'émerger avec des formes différentes. Et là, donc, c'est Dominique Barter, qui est un Anglais qui vit au Brésil et qui a initié ça il y a 15 ans dans les favelas. En fait, simplement d'abord en écoutant les gens, et puis les gens sont venus lui confier leurs conflits, et puis progressivement, ça s'est structuré une manière de faire qui permettait que le conflit se développe dans un cadre sécurisé, et puis d'arriver à des solutions satisfaisantes pour tout le monde. Et maintenant, il travaille avec le gouvernement, le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation au Brésil, et ça a été mis en place en particulier dans au moins 90 gros établissements scolaires, et évalué avec, en montrant que ça avait permis de diminuer de 50% le nombre d'affaires qui se passaient dans des établissements scolaires et qui auraient d'habitude été portées en justice. Et que pour tout ce qui avait été traité avec les cercles restauratifs, ça s'était fait à 90% de satisfaction des deux parties. Voilà. D'accord. Et très concrètement, en fait, ça amène une structure au sein d'une communauté pour que quand un conflit arrive, on puisse faire appel à cette structure. Et il y a donc des gens qui sont des facilitateurs qui sont là pour faciliter la parole et qui accueillent d'abord de manière individuelle la personne qui a été le receveur d'un acte qu'elle a mal vécu. Et puis, le facilitateur entend aussi l'auteur de l'acte, et puis il entend aussi les personnes de la communauté qui ont pu être impactées par cet acte. Et ça, c'est une dimension vraiment intéressante des cercles restauratifs, parce que souvent, quand quelqu'un a assisté à quelque chose, lui, on lui donne pas la place pour s'exprimer. Voilà. Et ensuite, toutes ces personnes-là se retrouvent ensemble au sein d'un cercle où il y a 3 temps qui permettent à la fois que chacun dise comment il se sent en lien avec ce qui s'est passé et qu'il puisse être entendu là-dedans. Et puis on revient sur l'acte, qu'est-ce qui se passait pour chacun à ce moment-là, et avec une écoute aussi empathique de ce qui se passait. Et puis ensuite, ça amène une qualité de relation et de compréhension mutuelle qui amène tout le monde ensuite à être vers l'étape de la réparation. Qu'est-ce qui peut être fait maintenant pour réparer ce qui a pu être endommagé aussi bien matériellement que relationnellement, et ou comment on pourrait agir une autre fois pour voilà. Donc c'est là où la justice punitive amène plutôt de l'exclusion, la justice restauratrice amène de l'inclusion. L'idée, c'est comment réparer la confiance au sein de la communauté. Oui. Et qu'on voit en fait vraiment l'impact qui est très très puissant aussi au niveau justement de la réparation, et que on redonne le pouvoir finalement
aux personnes et pas à d'autres, à un tiers qui va juger et qui va punir ou bien donner donner des conséquences de ces actes en fait. Là, c'est vraiment les personnes qui reprennent leur pouvoir. Oui, tout à fait. À la fois, une communauté se donne les moyens en interne de gérer ses conflits sans avoir besoin d'avoir recours à une personne extérieure, et aussi au sein du cercle, chacun y est en tant qu'être humain, et là, il n'y a pas de rapport de pouvoir, même si les personnes ont des fonctions différentes. Là, et quand le pouvoir est partagé, c'est là où chacun peut prendre sa responsabilité, et ça, c'est très puissant. C'est ça. Bon, et alors quel est le lien que tu fais avec ces cercles et puis dans le domaine de l'éducation là? Alors, j'ai profité de la venue de Dominique Barter en Europe en septembre 2013 pour proposer à la délégation ministérielle, si ça les intéressait, qu'ils puissent venir présenter les cercles restauratifs et tout le travail qu'il peut faire au Brésil avec ça dans les écoles. Voilà, et donc il a pu présenter les cercles restauratifs à toute l'équipe de la délégation ministérielle, prévention des violences. Et puis, il y a en particulier au sein de cette équipe Myriam Wafki qui était en charge de la rédaction d'un travail sur tout ce qui était la justice scolaire, et elle a rédigé un guide pour une justice scolaire préventive et restauratrice. Et dans les 4 approches qu'elle présente à la fin du guide, elle présente entre autres la communication non violente et les cercles restauratifs. Voilà, et donc ça, c'est une très très belle avancée, parce que ça, c'est aussi un document officiel de l'éducation nationale. Et alors, il est téléchargeable sur le site Climat scolaire qu'a mis en place la délégation ministérielle sur la base du site du réseau Canopé. On tape Climat scolaire dans un moteur de recherche. Et je vois combien les personnels qui sont sur le terrain, les enseignants qui essayent de mettre en œuvre la CNV dans leur classe ou d'oser impulser des projets dans leur établissement, combien de voir ce document officiel qui reconnaît la CNV, combien pour eux c'est porteur. Ils se sentent beaucoup plus légitimes et autorisés à faire ce qu'ils font, à en parler à leurs collègues, à en parler à leur chef d'établissement, ou que même quand le chef d'établissement avait autorisé un projet, les personnes qui initient des projets avec la CNV, des fois, ils sont un peu vus comme des personnes différentes ou un peu... Voilà. Et là, elles se sentent beaucoup plus légitimées dans ce qu'elles osent mettre en place. Voilà. Oui, ça donne vraiment de la confiance, du coup, de pouvoir proposer ensuite des projets comme ça, et lorsqu'on est soutenu et appuyé par le ministère de l'Éducation. Oui, tout à fait. Et je sais aussi que là, donc il y a un autre projet que vous êtes en train de mettre en place, qui est le projet de l'association en fait. Et j'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu plus de ce projet. Oui. Alors, avec le développement de la CNV dans l'éducation, a émergé le projet déjà depuis un cercle France de l'association Communication non violente en juillet 2013, d'aller vers la création d'une association autonome pour porter la CNV dans l'éducation. Une association qui va rester en lien avec la CNV, avec tout le réseau CNV, mais qui va pouvoir avoir une visibilité spécifique éducation dans le champ de l'éducation en France. Et on en est là à la dernière ligne droite avant le lancement. On va déposer les statuts là au tout début 2015. Excitant comme projet. Oui. Et tu peux me rappeler le nom de cette association? Alors, je le dirai quand ce sera déposé. D'accord. Ok. Voilà. C'est pas encore mûr alors. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser quand même peut-être la mission et la vision de cette association? Oui. Alors, continuer ce qui a déjà été impulsé. L'idée, c'est
d'accompagner la transformation des structures éducatives et du coup forcément accompagner aussi les personnes qui travaillent vers une prise en compte des besoins à tous les niveaux dans les structures éducatives, que ce soit dans la relation ou que ce soit dans les modes de fonctionnement pédagogique, j'allais dire, ou que ce soit aussi dans les modes de gouvernance, comment aussi pour les adultes eux-mêmes qui y travaillent, et un mode de gouvernance qui est respectueux de leurs besoins. Et donc, tu parles de la sociocratie, là? Oui, voilà, de formes de gouvernance comme sociocratie ou lacratie. C'est un tout. À partir du moment où il y a la conscience des besoins, bien sûr, la première étape, c'est au niveau de la relation, mais on se rend bien compte que c'est important d'être pris en compte à tous les niveaux. Que si on veut que les enfants puissent grandir là-dedans, c'est important qu'ils soient accompagnés par des adultes qui ont eux-mêmes intégré ça et qui sont eux-mêmes soutenus par la structure qui est aussi dans cette conscience-là. D'accord, donc tu veux dire que voilà, si par exemple un enseignant ou bien le directeur d'école a un projet comme ça de vouloir faire des réformes au niveau de la relation, il vous appelle et là vous pouvez les encadrer en fait, concrètement avec des formations, avec est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on fait déjà, hein. C'est à la fois on propose des formations dans un programme d'un programme des formations et où les personnes peuvent venir s'inscrire sur des marches individuelles. Et puis ensuite, souvent, ces personnes-là sont à l'origine de projets dans leur établissement. Et là, à ce moment-là, on intervient aussi dans l'établissement pour accompagner le projet et pouvoir animer des formations pour les personnels qui veulent se former. Et puis aussi, il y a toute la dimension qu'on a déjà impulsée, qui est la mise en lien des personnes qui se sont formées et qui œuvrent au quotidien dans leur pratique pour qu'elles ne s'en sentent pas seules, parce que si on est tout seul dans son coin, on se décourage vite. Et le fait d'être en lien avec des collègues, soit sur une zone géographique, soit par fonction, ça permet d'échanger sur sa réalité du quotidien, ses problématiques spécifiques, et d'entendre les autres et de se soutenir mutuellement. En sachant qu'on n'est pas tout seul et en entendant les expériences et idées des autres. Voilà, et donc tout ça existait déjà et ça va être vraiment aussi un des axes de l'association de pouvoir offrir cette mise en lien entre les personnes et aussi tout l'axe que je portais déjà et qu'on porte en réseau, c'est d'agir au niveau des institutions pour faire avancer vers la prise en compte au niveau institutionnel. Et donc, on a beaucoup œuvré pour le moment dans le milieu de l'éducation nationale. On va continuer, mais l'idée, à terme, c'est d'élargir aux autres secteurs éducatifs, la petite enfance, l'animation, les loisirs, l'éducation spécialisée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, ça, c'est le projet à moyen terme ou long terme, c'est vraiment d'étendre cette nouvelle posture à tous les secteurs de l'éducation, du coup. Oui, c'est ça, que ça puisse être accessible à toute personne qui voit du sens. Waouh, je suis là tout de suite assez admirative par tout ce qui se met en place et aussi toute l'énergie de ton énergie, l'énergie de toutes ces personnes aussi qui œuvrent vraiment à pouvoir changer les choses et pour contribuer au bien-être, à la fois à son bien-être, au bien-être des enfants et des parents, quoi. Et est-ce que tu veux nous dire donc quelle est peut-être ta nouvelle vision en fait de l'évolution de la CNV au service de l'éducation en France? Je dirais que là il y a une accélération que pendant tout un temps le plus important pour nous c'était de faire connaître que la CNV existe et faire connaître ce qu'elle peut apporter, d'initier des projets pour pouvoir montrer concrètement. Et là, il y a vraiment, il y a eu toute cette idée avec la coordination, c'était cette mise en lien de toutes les personnes qui agissent. Et je pense que l'accélération qu'on a pu vivre là, elle est le fruit de cette mise en lien. Voilà. D'accord. Et
l'année dernière, par exemple, pour donner un ordre d'évolution, au début, on avait quelques établissements qui nous demandaient des projets. C'était souvent pour venir intervenir dans des classes où il y avait le feu. Et nous, on disait, non, on n'intervient pas comme ça, on intervient de manière globale, en accompagnant aussi les équipes. Ça, on va dire que c'était il y a 3 ans. Il y a 2 ans, on a commencé à avoir plus des demandes qui concernaient les adultes. Et l'année dernière, c'était très clair qu'on avait de plus en plus de demandes où c'était pour former l'équipe entière. Et on a eu globalement une 60aine de demandes de gens qui étaient intéressés pour lancer ça dans leur établissement. Et puis plus large aussi, avant, au tout début, c'était plutôt les collèges et les lycées professionnels parce que c'est là où la relation est la plus difficile. Et puis on commence à avoir aussi des demandes au niveau du primaire. Et voilà. Maintenant, là où on veut aller, c'est que ces demandes, elles ne sont pas toutes mises en place parce que le nerf de la guerre, c'est de trouver les financements pour pouvoir financer les formations. Donc c'est vers ça aussi qu'on veut aller avec cette association, avoir une visibilité et pouvoir obtenir des soutiens financiers, aussi bien des collectivités, mais aussi des particuliers ou bien du mécénat d'entreprise, de toutes les personnes qui voient du sens à ce qu'on fait et à apporter du soutien pour que dans les établissements scolaires, les personnels soient formés. Bien entendu. Ouais. Bon, ben voilà, ça va être peut-être une deuxième phase en fait d'évolution du projet. Hein. Oui. Et puis, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte, Catherine? Je suis joigneuse de témoigner de tout ça parce que je vois combien moi j'ai eu de la chance d'être au contact de ce qui change et de ce qui évolue et que c'est porteur d'espoir et que quand j'en parle, je vois bien qu'un enseignant qui est tout seul dans son établissement ou un parent qui voit ce qui se passe dans l'école de ses enfants, souvent ils sont un peu démunis et impuissants pour savoir comment faire évoluer les choses et voilà, j'ai envie vraiment de partager ça, de dire oui, les choses changent et puis mettons nos énergies ensemble et aussi et s'il y en a qui veulent soutenir financièrement toutes ces actions, c'est possible aussi en allant pour le moment sur le site de l'ACNV, l'Association pour la communication non violente. Et il y a un espace où on peut, en faisant en fait cnvfrance.fr, il y a un espace où on peut faire un don pour l'éducation. D'accord. Ok. Et sinon, si les personnes veulent te joindre aussi, comment elles peuvent te joindre? Alors, en écrivant un mail à coordination CNV éducation tout attaché @gmail.com. D'accord. Très bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment porteur d'espoir et là, on voit en 2 ans et demi à quel point ça évolue vite, en fait. Moi, c'est ça de l'extérieur là que je reçois. Et merci Catherine, merci pour l'énergie et l'engagement que tu mets dans ce projet de société. Hein. Et on espère en tout cas que voilà, ça va vraiment évoluer dans le bon sens et que les racines elles vont être de plus en plus profondes aussi. Eh bien, merci de donner ces espaces pour partager tout ça. Voilà, et puis je reviendrai volontiers partager quand l'association sera lancée. D'accord. Alors on se donne rendez-vous, Catherine, d'ici 1 an pour que tu nous parles de l'association? Oui, ou peut-être avant si j'ai plein de choses à raconter. D'accord, super. Bon, merci. Et puis alors à très bientôt et puis voilà, bon début de lancement de cette association. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.